ne naga kana wani ka wani takuri. Haba Ibro, ba dole in takure kaina ba. Kullum ina zaune ba na da labari. Komai na zaune a gida. Ina kele abu bai ji daɗi wallahi. Stop. Go and look dunia. You know dunia? I don't know dunia. Yaman. Baka san gidan rediyo da talabijin na duniya mu na Yamai. Na ji ana fede shi. Nan ne za ka ji labarin gidanku, ka ji labarin ƙasarku, ka ji labarin yadda gwamnati take ciki. Kana da tallama nan ne za ka kai ka ji an yaɗa. A ina kenan? A duniya. So idan kana so ka saurari labarin duniya, ka je ka kalli duniya, ka saurari duniya. Hey, salamu alaikum. Hey, muna nan tare da gidan TV da développement humain du classant du Niger 187e sur 187 pays classés, le ministre du Plan a été interpellé à l'Assemblée nationale. Vous suivez ses réponses face aux élus nationaux dans un instant. Pour limiter les accidents de la circulation, tel est l'objectif de ce séminaire de sensibilisation initié par le collectif des propriétaires de taxis, un séminaire à l'attention des propriétaires de taxis et de minibus. Et puis en cette période de grandes vacances, beaucoup de jeunes s'adonnent à la vente de foin ou de paille, une activité génératrice de revenus qui leur permet de préparer la rentrée scolaire. Le développement de dans un instant. Voilà pour le séminaire. Messieurs, dames, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Je vous le disais, suite au dernier classement de l'indice de développement humain, IDH, que publie annuellement le programme des Nations Unies pour le développement dans lequel le Niger se retrouve dernier sur la liste. Le ministre du Plan a été interpellé ce matin à l'Assemblée nationale. Un extrait de son intervention cet après-midi face aux élus nationaux. La compréhension que nous avons est différente. Il s'agit pour le Niger comme pour beaucoup de pays d'abord d'assurer une croissance économique. Et l'IDH permet de s'assurer que cette croissance économique est inclusive. Donc elle prend en considération des données autres que des déterminants économiques, c'est-à-dire des aspects d'emploi, des emplois, des questions d'éducation, des questions relatives à la santé, du bien-être, etc. Je voudrais d'ailleurs à ce sujet vous faire remarquer que si vous avez eu l'occasion de regarder le rapport de l'IDH, vous verrez que les deux économies, les deux premières économies du monde, les États-Unis et la Chine, ne sont pas classées premières au niveau de l'IDH. Si les États-Unis sont 5e, la Chine est 91e, et même si vous voulez regarder un peu plus près, vous verrez que l'Inde, qui est un pays émergent que l'on connaît très bien, est à la 135e position. Donc je voudrais quand même qu'on n'ait pas tendance à vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain. Le Niger, certes, a eu un certain nombre d'handicaps importants qui expliquent le retard que nous connaissons aujourd'hui au niveau du développement humain. Et ce retard, il faut aller le chercher, la colonisation. Lors des indépendances, le taux de scolarisation du Niger était de 3,5% avec la Mauritanie. Nous sommes donc ici comptables ensemble de toute une série de situations qui expliquent aujourd'hui cette faiblesse structurelle que nous, ce gouvernement de la 7e République,
veut prendre en charge, veut prendre les taureaux par les cornes pour essayer effectivement de l'attaquer de manière structurelle. La République Issoufou Mahamadou est cet après-midi à Niamey. Il revient du sommet USA Afrique et son 10e anniversaire du débarquement africain en France. Cela dit, ouverture ce matin à la Maison des Jeunes et de la Culture Diadou Sékou de Niamey d'un séminaire de sensibilisation sur l'utilisation des substances illicites au volant chez les jeunes, chez les conducteurs de taxis et de minibus communément appelés Faba Faba. Initié par le collectif des propriétaires de taxis CPT, ce séminaire vise à réduire les accidents de la circulation. D'autres précisions avec Moukhtala Zouérou et son besoin. Les accidents de circulation routière provoquent chaque année plus de 1,3 million de décès et environ 50 millions de blessés dans le monde. Au Niger, la situation de la sécurité routière reste encore préoccupante au vu de l'accroissement accéléré. C'est donc pour amener les conducteurs de taxi et de minibus communément appelés Faba Faba à plus de vigilance que le collectif des propriétaires de taxi CPT a initié ce séminaire de sensibilisation et de civisme sur l'utilisation des substances illicites au volant chez les conducteurs de transport urbain. Si le collectif des propriétaires de taxi a pris l'initiative d'organiser un séminaire de sensibilisation et de civisme sur l'utilisation des substances illicites au volant chez les conducteurs de transport urbain, ce n'est ni par excès d'orgueil et nullement pour jeter un discrédit sur une quelconque catégorie. Nous avons tout simplement remarqué que ce fléau est en train de s'installer à une allure alarmante dans le secteur. Et aussi, ces genres d'accidents sous l'emprise de substances concernent plus cette frange sensible de notre société qui est la jeunesse. Le secrétaire général du gouvernement de Niamey a vivement encouragé l'initiative du CPT. Il a par ailleurs exhorté les participants à plus d'attention et de responsabilité tout au long de ces assises. Toutes nos félicitations pour avoir initié ce genre d'activité. Une activité qui vient à point de main. Tous ceux qui ont entendu le discours du président du collectif, on sait que vraiment il y a des rimes à la demeure pour nous. Vu le nombre très élevé d'accidents, vu le nombre très élevé de victimes d'accidents, je crois qu'il est grand temps pour ceux qui sont soucieux donc, de la santé de la population de prendre des actions. Ouvrant les travaux de ce séminaire, le directeur du cabinet du ministre des Transports a tout d'abord félicité et remercié le collectif des propriétaires de taxis pour leur engagement dans le cadre de la réduction des accidents de la circulation routière, avant de dresser un lourd bilan des accidents au cours de l'année écoulée. Au Niger, au titre de l'année 2013, nous avons enregistré un total de 11 226 accidents qui ont fait 806 morts, 3 157 blessés graves et 5 071 blessés légers. Pour la seule ville de Niamey, comme venait de le dire le secrétaire général de la région, 7 197 accidents ont été relevés qui ont causé 295 tués, 1511 blessés graves et 3 251 blessés légers. Ce séminaire de sensibilisation et de civisme à l'endroit des conducteurs de taxi et de minibus appelés Faba Faba permettra sans doute à ces derniers d'être mieux édifiés sur les causes des accidents de la circulation. Comme dit un slogan, l'accident de la route n'est pas une fatalité. Il existe donc bel et bien des solutions pour réduire la fréquence et la gravité des accidents de la route. Autre aspect de cette édition, inauguration hier après-midi d'une usine de production de poteaux en béton armé sur la route Filingué. Cette usine a une capacité de production de 12 poteaux par jour. Omar Hama, Soumaïa Dandi pour le contenu. Située sur la route Filingué, la production de poteaux en béton armé est désormais fonctionnelle. Avec une production de 12 poteaux par jour, cette usine est spécialisée dans la production de tout type de poteaux, de la moyenne comme de la basse tension et d'autres matériels destinés à la fourniture de l'électricité. Le coproducteur de cette usine explique l'objectif de cette initiative.
nous produisons les poteaux béton armés, tout type de poteaux destinés à la distribution de l'énergie électrique. Tous les poteaux qui entrent dans le cadre de la production de TV, poteaux d'alignement, les poteaux d'effort, tout type de poteaux, la moyenne et la basse tension. L'usine a une capacité de 12 poteaux jour, 12 poteaux jour avec l'installation initiale actuelle. Mais nous sommes en train de faire acheminer 30 autres moules qui vont nous servir de compléter l'usine pour aller à 50 poteaux jour. 50 poteaux jour, donc à peu près autour de 1500 poteaux mois. Il y a un décret du président de la République en date 12 mai 2012, suivi d'un arrêté d'application d'octobre 2013 du ministre de l'Énergie qui a totalement libéralisé ce secteur. La Nigélec est une société de distribution de l'énergie électrique. Pour ce qui concerne les travaux et le matériel que vous voyez là, il est permis à tout Nigérien qui remplit les conditions de pouvoir le faire. En cette ère de modernisation et d'intégration économique, la relance économique du pays passe par le secteur privé, notamment la création des petites et moyennes entreprises. C'est pourquoi plusieurs particuliers opérant dans les domaines saluent la création de cette usine. On est vraiment très heureux de voir qu'il y a l'initiative d'un promoteur national qui travaille dans le sens que, dans l'intérêt de ça qu'on demande. Je veux dire que vraiment, si ça concerne le matériel de qualité, la qualité du matériel, je veux dire, vraiment, il n'y a rien à dire. Au contraire, c'est ça qu'on trouve ici sur le marché local. Je pense qu'ils sont vraiment... Le secteur privé constitue une composante majeure de l'économie nationale qu'il ne faut pas négliger. Cette usine de pointe permettra sans doute d'accroître notre économie. Vous le disiez tantôt, en cette période de grandes vacances, beaucoup de jeunes scolaires s'adonnent à des petits métiers, parmi ceux-ci la vente de foin ou de paille, une activité génératrice de revenus en cette saison de pluie. Le reportage estimé alimentaire. Aliments pour bétail, le foin ou la paille est disponible en grande quantité sur les marchés. Vendu à un prix très abordable, compte tenu de la période, le commerce de foin est une activité génératrice de revenus. Provenant de certains quartiers périphériques de Niamey, la vente de paille évite l'oisiveté chez certains enfants. En effet, comme ce sont les vacances, beaucoup de jeunes scolaires s'adonnent à ce commerce. En fonction de la provenance et de la qualité de la paille ou du foin, ces enfants gagnent gros. Ils arrivent à subvenir à certains besoins et à préparer leur rentrée scolaire. Nous cherchons ça à Colabéry et à Kaina. Et c'est avec ça que nous vivons. Nous portons les porteurs pour amener ça à Ferraille pour les vendre. Ce sera 3 000 francs. Et auparavant, ça coûte 10 000 même. Celui qui veut même, on va les donner pour 200 même. Maintenant, c'est moins cher même. Les prix varient selon la qualité de la marchandise. On peut en acheter en fonction de ses besoins. Comme le dit un dicton populaire, il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens. Cette initiative des jeunes scolaires est à encourager. Elle permet ainsi de les mettre à l'abri de certains vices et diminuer le chômage endémique des jeunes. Du sport à présent, le club de Kung Fu AFN de Maradi a fêté ses 2 ans d'existence. À cette occasion, une série de démonstrations a été organisée. D'autres quotidiens avec nos correspondants régionaux, Alzo Simela et Abdelkader Ilias. C'est dans une ambiance atypique au terroir de la Chine profonde que le club AFN Temple Nevada Kung Fu de Maradi a avec ses démonstrations exécutées dans les règles de l'art par les maîtres et disciples de la région de Maradi veut prêter main forte aux jeunes clubs qui viennent d'avoir 2 ans.
Un anniversaire mis à profit par la Ligue régionale de Kung Fu de Maradi pour décerner des témoignages de satisfaction, notamment au maître du club AFN de Maradi. La Ligue régionale salue et encourage le maître organisateur de ce même anniversaire de son club, dénommé Club AFN. La Ligue remercie tous les invités et les maîtres des différents clubs et ceux qui sont mobilisés des villes voisines et particulièrement des ceintures noires. Ainsi, les témoignages officiels de satisfaction ont été délivrés et une médaille d'or au maître Ado Abloumanzo pour avoir installé le gymnastique de Kung Fu et association dans la région, et maître Sabu Dayabou, organisateur de cet anniversaire, pour avoir contribué au respect strict de la dite association. Avec 3 clubs dans la ville de Maradi, de Kung Fu est en train de gagner le cœur de la jeunesse de Maradi et la discipline s'installe lentement mais sûrement dans la région de Maradi. Du sport, toujours lancement jeudi dernier dans l'enceinte du lycée Ligue islamique du tournoi féminin de Maracana, une compétition placée sous le thème La mère de l'humanité. Omar Hama, son besoin pour le contrôle. Placé sous le thème Maracana féminin, la mère de l'humanité, ce match consacrant le lancement de la première édition du tournoi Maracana féminin, organisé par des jeunes Nigériens, vise à former une équipe nationale féminine. Un tournoi composé de 8 équipes représentant toutes les communes de la ville de Niamey. Selon le comité d'organisation, ce tournoi dédié à la femme témoigne de l'importance qu'il accorde à cette frange de la société. On a constaté qu'à chaque année, on organise des compétitions pour les hommes, les TGV. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas organiser un tournoi pour les femmes, pour leur donner la chance de jouer. C'est du 14 au 21. Et tous les matchs vont se dérouler ici. Les entraîneurs de CD soulignent que les joueuses sont motivées. Il suffit juste d'un accompagnement de la Fédération nigérienne de football pour qu'elles soient en mesure de jouer les compétitions internationales. C'est la première fois qu'on organise. Et je souhaite que le bon Dieu de finir le tournoi en paix. Le tournoi que les jeunes vous avez c'est tout le temps c'est des choses que nous on a souhaité. Étant les entraîneurs de football féminin, ainsi que s'il y a des compétitions pareilles, le Niger peut avoir une équipe digne de son nom. Ce tournoi Maracana féminin durera une semaine. C'est donc l'occasion pour la Fédération nigérienne de football de mettre les moyens nécessaires afin que ces jeunes filles puissent défendre les couleurs du Niger lors des différentes compétitions. Chapitre consacré au sport, hier après-midi au CCOG de Niamey, le tournoi Orange Street Foot de l'arrondissement communal Niamey 3. À l'issue de la compétition, l'équipe Matassa représentera les 10 arrondissements lors des éliminatoires de la ville de Niamey. Nous retrouvons Al-Mokhtar Kene pour le contrôle. Le 3e arrondissement communal de Niamey est à l'honneur du tournoi district lancé le 9 août dernier à l'arrondissement communal Niamey 1 avec pour objectif principal d'avoir un représentant dans chaque arrondissement de la ville de Niamey et dont la finalité est de chercher un seul représentant de la capitale pour le tournoi national qui réunira les représentants de toutes les régions du pays. Pour l'heure, les compétitions se poursuivent comme prévu à la satisfaction des organisateurs. Nous sommes à la fin de la finale de la commune 3 de Niamey et c'est l'équipe Matassa qui l'emporte 2-1 contre l'équipe de Cité Fessal. Et donc, c'est l'équipe Matassa qui va représenter la commune 3. Et nous les encourageons à aller jusqu'au bout de cette finale. Et à partir de demain, nous serons à Talagué, commune 4, pour continuer la compétition. Donc, on sera là-bas à Talagué, l'école Talagué à partir de 16h30. École 50 mètres. Au niveau de la commune 3, on est satisfait parce qu'on a eu beaucoup de jeunes qui sont venus supporter les équipes, les jeunes talents. Donc vraiment, on le fait pour les jeunes et s'ils sont contents, nous on est satisfaits aussi. Le tournoi
a démarré dans l'arrondissement communal Niamey 3 le jeudi 14 août avec 8 équipes, a pris fin le 15 août avec la victoire de l'équipe Matassa en orange sur l'équipe de la cité Faisal, représentée en blanc sur un score de 2 buts à 0. Donc j'encourage Orange d'avoir nous faire participer à ce tournoi et j'encourage aussi mes coéquipiers. On a perdu parce qu'on était un peu malheureux. Il y a d'autres équipes qui ont été éliminées depuis le début du tournoi. Donc nous on est arrivé jusqu'au final. Donc on remercie à l'année prochaine. J'encourage Orange Niger à beaucoup organiser ce genre de tournoi parce que ça nous encourage. Ça fait en sorte que le football nigérien évolue de plus en plus. On est qualifié pour la finale, pour représenter Commune 3. Bon, on a des joueurs talentueux qui peuvent faire quelque chose, mais vraiment, on va mettre un peu d'effort encore pour représenter même Niamey. Bon, vraiment, Orange Niger a fait quelque chose qui encourage beaucoup les joueurs, surtout les jeunes comme ça. Vraiment, on remercie beaucoup Orange Niger. Les éliminatoires du tournoi Orange Street Foot se poursuivent avec au compteur celui du 4e arrondissement qui se dérouleront dans l'enceinte de l'école Saint-Antoine de Tel Aviv pour 16 et 17 août 2014. Et puis le directeur de cabinet adjoint du président de la République s'est exprimé la semaine dernière sur la chaîne panafricaine Africable. Au cours de cet entretien, Ibrahim Yacouba est revenu sur plusieurs sujets d'actualité. Je vous invite à suivre l'intégralité en partie magazine de ce journal. Très bonne réception. L'homme de qui s'est présenté ici au Niger, ancien secrétaire général du syndicat national des douanes, c'est un acteur majeur des différentes luttes des Nigériens pour le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme dans son pays, à une histoire politique tumultueuse, rapporteur général du Conseil consultatif au Parlement de la Transition en 2010, il sera nommé ministre des Transports dans le premier gouvernement de la 7e République. Aujourd'hui, ministre directeur de cabinet adjoint du président de la République, cet homme au calme olympien est l'un des hommes clés, si on peut l'appeler ainsi, du président Issoufou Mahamadou. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté cette invitation de l'Afrique. Merci, c'est avec plaisir. Est-ce qu'il est exagéré de dire que vous êtes l'homme qui parle à l'oreille du président? Ah non, c'est totalement exagéré. Je ne crois pas qu'il y ait un statut de ce type au Niger. Le président il assume pleinement ses responsabilités. Nous sommes dans un dispositif bien précis. On est dans son cabinet et on travaille à faire en sorte que nos conseils, nos suggestions, nos réflexions sur les questions essentielles de la politique puissent servir le président à éclairer sa décision. Nous sommes dans un rôle d'appui à la mission du président de la République. Du point de vue syndical, aujourd'hui vous êtes dans la sphère politique. Comment est-ce que vous analysez cette transition? Est-ce que c'est une logique à votre avis? Oui, je crois. Moi, j'ai l'habitude de dire que le syndicat et la politique, il n'y a pas de grosses limites. Bien sûr, lorsqu'on est au syndicat, on se refuse d'accepter, de considérer que nous faisons une mission politique bien claire. Parce que si vous présentez votre mission sous cet angle-là, on va vous suspecter de ne pas être assez loyaux et honnêtes par rapport aux engagements que vous devez prendre vis-à-vis des travailleurs. Mais la mission de se prononcer sur les questions d'intérêt national, sur les questions de la société ou d'une corporation, cette mission-là fait que du syndicat à la politique, le fil est assez mince, il n'est pas assez épais. Moi, de mon point de vue, le syndicalisme qui est né à partir de la revendication de la conférence nationale jusqu'à son abstention et jusqu'à la lutte pour le renforcement du cadre démocratique au Niger est un syndicalisme assez politique, assez intéressé aux questions politiques. Et tous ceux qui ont dirigé les syndicats au Niger de 90 à aujourd'hui ont été des responsables, de mon point de vue, qui ont eu un moment ou un autre à se prononcer sur des questions politiques, qui ont eu toujours une vue politique assez critique sur la gestion de la gouvernance. C'est pour ça que, à mon avis, ça n'a jamais été difficile. Dans la plupart des sociétés démocratiques, d'ailleurs, que la transition soit compliquée entre les syndicats et la politique. En tout cas, moi, je n'ai pas eu de difficultés majeures à être aujourd'hui dans un parti politique bien précis qui est le PNDS.
Et plus concrètement aujourd'hui, quel est le rôle que vous jouez dans le dispositif du régime de la 6e République? Comme je vous ai dit, moi je suis directeur de cabinet adjoint du président. Je suis au cabinet, et le cabinet est l'administration présidentielle. Nous avons la mission de travailler sur toutes les thématiques qui concernent la politique du Niger et qui participent à la mission du président. Vous savez qu'il y a beaucoup de questions sur lesquelles il est utile que le président ait les conseils techniques les plus avisés. Donc nous, le cabinet, nous avons mission d'organiser ce travail de production, de réflexion intellectuelle autour de ces thématiques et de faire en sorte que les réflexions les plus pertinentes sur ces thématiques-là puissent être portées au niveau du président de la République. C'est ça le travail du cabinet du président et c'est une grosse administration qui regroupe des ressources humaines assez compétentes dans la plupart des domaines puisque le président doit s'occuper de tous les domaines de la vie socio-économique et politique et nous sommes dans ce travail de coordination. Nous avons quasiment une vingtaine de cellules qui vont des questions sociales aux questions politiques, aux questions économiques, questions de sécurité. En tout cas, tous les sujets importants de la gouvernance de notre pays sont couverts par une cellule à l'intérieur de laquelle vous avez 2, 3 ou plusieurs conseillers. Et c'est cela notre travail, nous, c'est de coordonner. C'est un laboratoire d'idées. Oui, c'est un laboratoire d'idées. En tout cas, nous travaillons à faire en sorte que nous ayons les meilleures idées possibles sur les questions qui se posent au niveau du cabinet du président. Je l'ai dit donc au début de cet entretien, dans ma présentation, vous avez une carrière politique très fournie. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette expérience, pour ne pas dire ces expériences? Sur la vie politique, je pense qu'il est assez tôt pour que je détermine ce qui m'a le plus marqué. Moi, je suis arrivé de la vie politique réelle à l'occasion de la transition, puisque vous savez, jusqu'au coup d'État, moi j'étais secrétaire général du syndicat national des agents de douane du Niger. Et à l'époque, il n'était pas concevable que moi je m'implique dans des questions politiques pures. C'est quand même, je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, un devoir d'honnêteté vis-à-vis des travailleurs. Lorsque les travailleurs vous élisent, ils vous demandent de défendre leurs problèmes devant le gouvernement en place sans prendre parti par rapport à la politique, je vais dire politicienne, du point de vue partisan. Puisque, comme vous le savez, l'autre aspect de prise de position politique, il est attaché à l'existence des syndicats. Tous les syndicats, en tout cas de la plupart des sociétés démocratiques, comme je l'ai dit, ont dans leur statut le devoir et quasiment même l'obligation que cette organisation-là puisse se déterminer chaque fois qu'il y a une question d'intérêt national ou international, même politique, qui se pose. Qu'est-ce qui a provoqué en fait le déclic? Est-ce qu'il y a-t-il une raison particulière bien précise? Moi, je suis un militant. Moi, depuis ma vie associative, depuis le collège jusqu'à aujourd'hui, je suis un militant. J'ai défendu les droits moraux, les droits démocratiques attachés à chaque moment de ma vie. Il y a un moment où vous ne pouvez pas faire que le syndicat. On a rempli un mandat, je pense, avec beaucoup d'abnégation, avec des résultats qui nous ont été reconnus par les camarades. Mais il y a un temps où il faut faire notre militantisme. L'engagement au niveau du syndicat, c'est de dire que à l'intérieur de ma corporation, je peux défendre des droits, je peux contribuer à améliorer la gouvernance dans cette corporation et conséquemment améliorer la cité. C'est le même engagement de la vie politique, mais vous ne pouvez pas avoir le même mandat au niveau du syndicat. Il y a un moment où il faut avoir un engagement au niveau national. Si vous voulez un engagement au niveau national politique, vous êtes obligé d'aller dans les partis et puis prétendre à cet engagement-là. Vous avez été un artisan dans l'alternance politique du pays. Qu'est-ce qui a changé selon vous dans l'esprit même de la gestion de l'État? Beaucoup de choses ont changé. À mon avis, les constitutions la constitution qui a été élaborée sous la transition a tiré les leçons des difficultés institutionnelles qu'il y a eu par le passé. Et en tout cas, on s'est efforcé de faire en sorte que nous puissions mettre en place des dispositifs qui permettent un meilleur fonctionnement. Faire en sorte que, même si nous étions dans un régime de semi-présidentiel, que le président ait des pouvoirs clairs, bien précis et bien écrits de la Constitution. Parce que ce n'était pas tout à fait le cas dans les autres régimes, et il fut un temps pas très lointain d'ailleurs, où il y a eu beaucoup de difficultés dans l'interprétation du texte. Donc le premier esprit dans lequel la Constitution a été élaborée, c'est de dire qu'il faut identifier toutes les dispositions qui ont prêté à polémique, qui ont été sujets à controverse, et même à des crises institutionnelles par le passé. Il faut mieux les écrire, de telle sorte que l'interprétation puisse être facile. De toute façon, il y aura toujours des difficultés d'interprétation suivant
les intérêts des groupes qui sont en place. Et c'est pour cela qu'il y a un juge constitutionnel. Mais avant qu'on aille devant le juge constitutionnel, si on écrit une constitution de meilleure manière, on évite ces difficultés. Et pour la plupart de ces dispositions-là de notre constitution, aujourd'hui, l'écriture est meilleure à mon avis. Elle s'inspire de notre histoire politique assez récente. La Renaissance, on en parle aujourd'hui, même dans les coins les plus reculés donc, du Niger. C'est la vision de son Excellence, le chef de l'État, Issoufou Mahamadou. Selon vous, que renferme le vocable Renaissance au-delà de la simple expression? Bon, pour nous, ce n'est pas une simple expression, c'est le programme du président de la République. C'est l'engagement, c'est le contrat qu'il a noué avec les Nigériens lors de la campagne électorale. Le président de la République s'est engagé sur un certain nombre d'aspects pour faire en sorte que le Niger soit un pays démocratique, un pays sûr, un pays qui se développe et que les indicateurs sociaux puissent être considérablement améliorés. C'est vraiment l'engagement de faire en sorte que ces pays-là puissent être transformés. À beaucoup d'égards, sur beaucoup d'indicateurs, le Niger s'est très mal porté pendant longtemps. Pas parce que simplement, du point de vue des opinions ou des médias étrangers, il était pauvre, mais parce que la gouvernance, elle était pauvre. La gouvernance au Niger, pendant longtemps, n'était pas ambitieuse, elle était faite au jour le jour, et elle n'a pas été à la hauteur des défis qui se posaient. Et c'était une gouvernance quasiment au jour le jour pendant un certain moment. Et lorsque vous dirigez un pays au jour le jour, vous ne pouvez pas avoir des résultats durables, vous ne pouvez pas changer structurellement la situation des populations. Et c'est pour cela que ce programme a été conçu, pour que secteur par secteur, les engagements qui ont été pris puissent correspondre à l'ambition que le président avait pour le Niger de la défense. Donc c'est plus qu'un vocable, c'est un engagement moral, politique fort. C'est une volonté de transformer notre pays dans tous les secteurs. Monsieur le ministre, les Nigériens aspirent à de meilleures conditions de vie et de travail. Cependant, malgré un bilan élogieux qu'on peut présenter aujourd'hui après 3 ans et demi d'exercice, nombre de Nigériens semblent ne pas bénéficier des retombées de cette renaissance. Qu'est-ce qui justifie cette situation? Mais parce que l'héritage est très très lourd. Comme j'avais dit, dans la plupart des secteurs, des indicateurs sociaux, dans la plupart des aspects qui touchent à la vie des citoyens, beaucoup de choses n'ont pas été faites. De telle sorte que, malgré ce qui a été fait sur les 3 dernières années, le temps que nous puissions rattraper et que nous puissions donner un niveau satisfaisant à l'ensemble des Nigériens, ce temps-là peut être long. Le travail est immense de faire en sorte que dans la vie de chaque citoyen, nous puissions la transformer. Donc, il y aura toujours ce sentiment que chaque Nigérien n'a pas eu l'impact direct de ce que nous sommes en train de faire. Ça, c'est un aspect, comme je dis, lié au mauvais héritage de la gestion passée, premièrement. Mais deuxièmement, dans chaque communauté, il y a toujours des secteurs qui peuvent considérer que les résultats ne sont pas assez satisfaisants. Par contre, vous-même, vous avez reconnu que le travail a été fait, a produit un résultat important. Et souvent même un résultat impressionnant. Quand on prend secteur par secteur, ce qui a été fait est très très important. J'ai suivi les ministres concernés, ils vous ont donné les résultats que nous avons réalisés dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la sécurité, dans le secteur de la santé, dans les infrastructures, dans la création de la richesse, dans la diversification des exploitations minières et même pétrolières. Dans beaucoup de domaines, tout ce qui a été fait a amélioré substantiellement la situation de notre pays. Et ça, je sais que tous les Nigériens sont convaincus. Nous avons un programme qui est en train d'être mis en place. Nous avons un programme qui est en train de produire des résultats probants. Dans beaucoup de secteurs, nous avons eu des réussites considérables et nous en sommes fiers d'avoir, nous sommes fiers vraiment d'avoir réalisé ce travail en ces temps-là, conformément aux engagements qui ont été pris. Mais les Nigériens doivent continuer à travailler, doivent savoir que nous allons continuer encore nous battre sur beaucoup d'années pour faire en sorte que le niveau global des populations nigériennes puisse s'améliorer. Mais de toute façon, entre ce qui était fait jusqu'ici et les 3 dernières années, la différence est très grande. Et pourtant, l'opposition dénonce parfois des chiffres inexacts. Que répondez-vous par rapport à cela? Sur le fait qu'ils disent que les chiffres sont faux. Oui. Le problème, c'est que je ne vois pas quel instrument de mesure ils ont pour déclarer que les chiffres sont faux et qu'on les prenne au sérieux. En fait, je trouve que c'est une question de bon sens. Nous avons donné des éléments qui peuvent être vérifiés sur les réalisations qui ont été faites. Donc la moindre des choses, c'est de confronter nos résultats aux leurs.
Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, à l'occasion de 3 ans, nous avons demandé de faire un débat démocratique contradictoire avec l'opposition. Tout a été fait par les organisateurs pour que l'opposition vienne. L'opposition n'est pas venue. Elle a mis 3 mois pour venir dire que les chiffres sont faux. Je pense que c'est une posture assez confortable pour l'opposition de dire tout ce qui a été dit est faux. C'est trop simple. Lorsqu'il nous sera prouvé que c'est faux, mais ce que nous annonçons comme réalisation pour le peuple nigérien, mais nous ne le disons pas pour nous flatter. Nous disons parce que c'est nos engagements et parce que nous sommes convaincus que cela est possible et que cela même relève du minimum qu'on doit faire pour le Niger. Donc dans tous les secteurs, lorsque les chiffres sont annoncés, nous pensons qu'on peut les confronter. Vous avez vu, pour tenir compte de ce qu'ils ont dit il y a 2 ans, le bilan cette année, il a été fait par région. Nous sommes allés région par région pour dire dans telle région, lorsqu'on dit que nous faisons 100 classes au Niger, mais nous avons fait 10 classes à Difa, 10 classes à Maradi. Donc ça permet même à l'opposition, on lui facilite le travail d'aller vérifier village par village, région par région, lorsque nous annonçons des chiffres. Jusqu'ici, nulle part l'opposition n'a prouvé que les chiffres étaient faux. À mon avis, c'est juste une posture politicienne assez confortable, mais elle n'a aucune pertinence du point de vue des Nigériens. Le Niger est en train de se transformer. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Les grands projets sont en train de naître qui ont été suspendus depuis plus de 80 ans. Des projets auxquels personne même ne croyait, même lorsque nous les avions commencés. Donc il y a un programme ambitieux. Le destin du Niger est en train vraiment de se faire avec des grandes ambitions qui ont pu peut-être déstabiliser l'opposition à un moment. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que, par exemple, le chemin de fer puisse se faire. Je suis absolument convaincu. Ils ne s'attendaient pas qu'il était même possible que l'État du Niger puisse financer des grosses infrastructures sur ses propres ressources. Parce que les États africains et le Niger en particulier, pendant longtemps, on l'a géré quasiment sur la mendicité, même lorsque on devait construire les infrastructures importantes comme les routes, les échangeurs, etc. Aujourd'hui, nous faisons une grande partie de ces infrastructures sur des ressources propres. Donc, il y a une situation qui est un peu déstabilisante pour l'opposition et qui fait que la seule parade qu'elle a, c'est de dire que c'est faux. Monsieur le ministre, une autre question dans cet entretien. Depuis 2012, le pays est producteur de pétrole. Quel impact positif cela peut avoir sur la vie du Nigérien? Car on dit souvent que le prix du pétrole reste relativement cher. Le prix du pétrole, il reste relativement cher par rapport à quel indicateur? Nous avons, sauf erreur, juste après le Nigeria, le prix le moins cher de la sous-région. Donc nous avons un prix qui est moins cher. Derrière le Nigeria, qui est l'un des plus gros producteurs mondiaux de pétrole, premièrement. Deuxièmement, le Niger est un modeste producteur de pétrole, 20 000 barils le jour. C'est assez modeste, c'est même un niveau pas très significatif lorsqu'on parle des pays producteurs. Malgré cela, vous avez vu que le gouvernement a fait des efforts pour que le prix reste le plus accessible que possible. Deuxièmement, nous avons des ressources qui sont tirées du pétrole et qui nous permettent de financer le développement. L'aspiration des peuples, c'est de voir leurs conditions de vie s'améliorer. Et pour que les conditions de vie s'améliorent, il faut trouver les ressources pour les financer. Et pour financer le développement, il faut des ressources que chaque citoyen peut payer, des ressources qu'on peut mobiliser sur la production de biens et de services, et des ressources aussi qu'on peut tirer sur l'exploitation minière et pétrolière. Aujourd'hui, en fait, comment est-ce qu'il est possible pour le Nigérien de sentir les retombées de cette exploitation pétrolière qui existe aujourd'hui depuis 2012? Mais les Nigériens, ils ressentent les retombées des exploitations minières. Ils ressentent dans la vie de tous les jours. Nous avons construit plus d'hôpitaux, nous avons construit plus de centres de santé, nous avons construit encore plus de classes, nous avons construit plus de routes, nous avons amené l'eau à proximité des populations. Dans tous les secteurs de leur vie quotidienne, les Nigériens savent à un certain niveau que ces conditions se sont améliorées. Et ces aménagements, ces évolutions, ces transformations-là, elles sont financées par les retombées que nous tirons de l'exploitation des mines ou du pétrole. Donc plus la production du pétrole est importante, plus les ressources que nous pouvons en tirer seront encore importantes, et plus nos conditions s'amélioreront. Les ressources qui sont tirées sont investies dans le développement. Monsieur le ministre, si aujourd'hui on se réfère au dernier classement de l'indice de développement humain, on se rend compte qu'il n'y a pas grande évolution. Le Niger est classé parmi les derniers sur la liste. Comment est-ce que vous expliquez cela? Il n'y a pas de grande évolution sur le classement si on s'en tient au rang pour considérer que le Niger est toujours classé dernier. Mais vous avez vu sur le poids,
sur le niveau de l'IDH, nous avons réalisé l'une des plus grosses progressions au monde. Ça, c'est le représentant du PNUD qui l'a dit et on ne peut pas le suspecter de militantisme pro-gouvernemental. C'est les chiffres qui ont montré que des efforts ont été faits. Mais vous savez, l'IDH repose sur un certain nombre d'indicateurs, à peu près 3, qui sont pris en compte pour les classer. Mais sur ces indicateurs-là, l'héritage du Niger est lourd. Nous avons hérité d'un pays où il n'y a quasiment pas de structure économique digne de ce nom. Il n'y a pas d'investissements sociaux à la limite du niveau ou des défis qui s'est posé à la population. Il n'y avait pas les infrastructures.